OK. Alors, là, vous avez dans votre pochette la description des 7 axes. Et au cours des 2 journées, la journée et demie, chaque atelier reflète un axe ou une partie d'axe. Et c'est pour ça on l'espère avec les gens qui sont invités, intéresser des personnes qui sont évidemment les membres de notre équipe. On veut qu'ils soient intéressés, mais les gens qui ne le sont pas et peut-être qui sont dans un syndicat ou dans une entreprise qui seraient intéressés à en savoir plus long ou dans une organisation gouvernementale, c'est le temps de le faire. Puis la boîte Fuchsia, c'est la boîte où vous pouvez nous indiquer, vous pouvez me parler à moi, évidemment, mais indiquer si vous êtes intéressé à en savoir plus long. Vous avez ici, et là je vais bouger et j'espère que vous allez encore m'entendre, vous avez l'équipe qui était notre équipe de 2016 à 2018. Et je ne vais pas nommer tout le monde, mais toutes ces personnes sont ici et vont présenter aujourd'hui ou demain. Les personnes dont les noms sont en rose travaillent sur le travail précaire et sur la santé mentale au travail, et les personnes dont les noms sont en noir travaillent sur la mobilité. Et je vais définir ce que ça veut dire dans peu de temps. Et on doit reconnaître notre gratitude à l'égard du Conseil de recherche en sciences humaines et des instituts canadiens de recherche sur la santé pour le financement non seulement de 2016 à 2018, mais depuis 2018 jusqu'en 2023. Et vous allez voir les détails. Nos partenaires pour les 2 premières années, comprenez la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, qui n'est plus partenaire pour les années à venir. L'Union des travailleurs, travailleuses accidentés de Montréal, si vous voulez nous faire des tatas, vous êtes là? Oui, d'accord. Le SCFP Québec, tata. Bureau des conseillers des employés et Bureau des conseillers des travailleurs, the Office of the Employer, the Worker Advisor, if you can just raise your hands to show that you're here. IAVGO is here and is accompanied by injured workers who we welcome. We're very pleased to acknowledge that injured workers have been successful in making it here. We're very glad to have you here. Le Congrès du travail du Canada, Elizabeth is our representative, and she will tell you more about that. And the Newfoundland Labrador Federation of Labor specifically partner with the mobility stream of this team. Et on espère avoir des nouveaux partenaires. Alors maintenant, moi je suis juriste, je vais vous parler des questions juridiques qui sous-tendent la recherche qu'on fait. Et c'est les éléments essentiels pour comprendre ce qui suit après. Alors c'est pour ça que pour les juristes dans la salle, je m'excuse parce que vous connaissez tout ça, mais la majorité des gens dans la salle ne sont pas juristes. Alors, la question de recherche principale, les politiques publiques et leur mise en œuvre en matière de retour au travail après une lésion professionnelle chez les travailleurs précaires ou mobiles, une étude dans 4 provinces. C'était notre titre. Les 4 provinces, c'était Ontario, Québec, Terre-Neuve et Alberta. Et on voulait savoir si les régimes de réparation des lésions professionnelles répondent aux besoins des victimes de lésions professionnelles dans un contexte de travail précaire et dans un contexte de travail mobile que je définis maintenant. À gauche de l'écran, c'est le travail précaire, precarious employment on the left. Alors, les travailleurs et travailleuses d'agence à temps partiel, sur appel, à durée déterminée ou temporaire, travaillent à temps plein au salaire minimum, et les travailleurs autonomes. Puis Anthony, qui est ici, travaille sur les travailleurs autonomes et il vient de commencer la recherche juridique sur la question. On continue là-dessus pour les 5 prochaines années aussi. En plus, on a le travail mobile qui va être expliqué plus longuement dans le prochain atelier. Mais lorsqu'on voyage des longues distances pour travailler, que ce soit à chaque jour, un déplacement dans une même province ou non, les gens de la région, vous savez, vous déplacer d'une province à l'autre tous les matins si vous vivez à Gatineau puis vous venez à Ottawa. Mais il y a des gens qui quittent Terre-Neuve pour travailler une rotation de 2 semaines en Alberta. Toutes ces personnes-là nous intéressent. Et les travailleurs étrangers temporaires. Au niveau de la méthodologie de la recherche, l'analyse juridique classique, et ce matin, je vais juste vous parler, dans cette présentation-ci, je vais juste vous parler du Québec et de l'Ontario. Pour les juristes, on fait du droit comparé.
C'est un jargon. On compare le régime juridique dans une province par rapport au régime juridique dans l'autre province. Et les régimes juridiques qui nous intéressent, ce sont les lois sur l'indemnisation, les lois sur l'indemnisation des lésions professionnelles, on s'entend, workers' compensation, les lois sur la discrimination à l'embauche et en cours d'emploi, et les lois sur la santé et la sécurité du travail. Le deuxième aspect, deuxième facette de la méthodologie que je vous explique pour cette présentation-ci, ce sont des entrevues avec des informateurs clés qui sont des personnes spécialisées dans les régimes juridiques dans leur province ou dans l'application des régimes juridiques dans les provinces. On a fait ça en Ontario et Québec, ainsi qu'en Alberta et Terre-Neuve. Dans cette présentation ici, je vous parle juste de Québec et l'Ontario. On a aussi fait des entrevues avec des travailleuses et travailleurs accidentés, les employeurs et les représentants de travailleurs syndiqués et non syndiqués. Et on a fait une cueillette de données documentaires sur les pratiques dans les différentes provinces, y compris les conventions collectives lorsqu'elles étaient disponibles. Les entrevues individuelles et de groupe qui sont à la base de ce qu'on a fait de 2016 à 2018. On avait, du côté québécois, 11 travailleurs, 18 informateurs clés, à la fois qui représentent les travailleurs, les employeurs et les personnes responsables de l'administration du régime au Québec. En Ontario, on avait des travailleuses et travailleurs, 14, des employeurs, les informateurs clés, et il y en avait 8, et les personnes qui représentent les travailleurs et les employeurs et qui représentent l'administration des régimes. Et ça, pour l'Ontario, Alan McEachen, qui est ici, sûrement, je l'ai vu, va présenter tout à l'heure les résultats de ces entrevues-là, avec Sonja Centenar, Alan McEachen qui est là. OK. Méthodologie de la recherche maintenant. Et ça, c'est clé, puis il faut un peu attacher sa tuque, hein, parce que c'est pas instinctivement typique d'une recherche en droit. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le contenu juridique et on analyse les entrevues dans le contexte de leur contenu. Puis on essaie de voir jusqu'à quel point le contexte juridique influence le comportement des parties qu'on est en train d'interviewer. Et on a publié là-dessus, c'est les gens qui sont intéressés par la méthodologie. Il y a une publication en anglais, puis il y a aussi une publication en français qui est sous presse, qu'on pourrait expliquer davantage. Mais l'idée, c'est pas de demander aux gens ce qu'ils pensent du droit, c'est de regarder, par exemple, comment un médecin se comporte et de dire, ah, mais ça se comprend, il est en Ontario, puis en Ontario, c'est ça l'expérience des médecins à cause de la manière que la loi s'applique. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques résultats dans les 5 minutes qui me restent, juste pour que vous compreniez ce qui va suivre, qui est les résultats quantitatifs et qualitatifs. Alors, première distinction entre le régime d'indemnisation québécois et le régime ontarien. Québécois, 93% des travailleuses et travailleurs sont couverts par la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, et la TMP, la loi québécoise. Les travailleuses domestiques et les sportifs professionnels sont exclus. En Ontario, on a 74,48% des travailleuses et travailleurs qui sont couverts et on n'est pas couvert à moins d'être inclus. Alors, c'est un mode de réglementation qui fait en sorte que les gens ne savent pas qui est couvert, qui n'est pas couvert. Les gens qui travaillent pour les résidences à durée, les CSHLD publics, en Ontario, sont couverts, mais les privés ne sont pas couverts. Puis personne ne le sait, à moins de fouiller dans les politiques. Et moi, je suis avocate, je connais ça, puis ça m'a pris des heures pour comprendre qui est couvert en Ontario et qui n'est pas couvert. Alors ça, c'est un premier grand changement entre les deux. Deuxième élément essentiel pour les gens, pour comprendre tout ce qui suit, c'est qu'au Québec, on a 2 articles qui garantissent un plancher au niveau de l'indemnisation. Et pour les travailleurs atypiques ou précaires, c'est important. Alors, vous avez les articles 6 et 65 de la TMP. Au Québec, on a droit à 90% de son revenu net, mais tous les travailleurs, même quelqu'un qui vient d'arriver d'un autre pays, s'il a fait 1 000 $ dans son année parce qu'il vient d'arriver, il va être indemnisé quand même sur la base du salaire minimum à temps plein.
Alors, le minimum que tu peux avoir au Québec, c'est basé sur 90% du net de 25 000. Et la durée, la date de capacité de retour au travail, ça c'est un deuxième point important. Au Québec, on a 12 mois une fois qu'on a déterminé l'emploi convenable. 12 mois de prestations pour chercher cet emploi convenable. Ça n'existe pas en Ontario. Alors, ça change quelque chose. Vous allez voir dans les résultats de recherche pourquoi c'est important, mais je le place ici. En Ontario, c'est 85%. Alors, c'est pas si loin que ça, mais il n'y a pas de minimum. Alors, si vous avez fait 1 000 $ dans votre année, vous avez 85%, ou peut-être ils vont donner 100% si c'est juste 1 000 $, mais c'est 1 000 $ votre salaire annuel. Alors, ça fait une grosse différence. Et la durée de capacité, dès que vous êtes capable de faire un emploi dit convenable, suitable employment en anglais, il n'y a pas de mois garanti de prestation par la suite. Il va falloir que... Ouais. Deuxième élément, 179, l'assignation temporaire au Québec. Alors, pour les non-juristes ou les gens qui ne mangent pas la TMP dans leur céréales le matin, comme moi et comme mes partenaires, lorsque vous êtes blessé, vous avez droit normalement à des prestations de remplacement de revenus, mais en même temps, au Québec, l'employeur a le droit de vous offrir un emploi modifié en attendant que vous soyez guéri, à la condition que votre médecin l'approuve. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais le mot-clé, c'est que le médecin doit l'approuver. En Ontario, au Québec, c'est une option pour l'employeur, c'est une obligation pour l'employeur. En Ontario, sous peine d'amende potentielle, et le médecin identifie les capacités résiduaires et il ne doit pas approuver, il n'est pas consulté pour approuver l'emploi dit modifié ou the modified work. Alors ça change le vécu des gens. On va le voir lorsqu'on voit l'application. Et enfin, pour le régime de réadaptation professionnelle, sans rentrer dans les détails, chaque individu, et au Québec et en Ontario, est évalué par le service pour voir s'il va être capable de retourner à son même emploi. S'il ne sera pas capable de retourner à son même emploi, on détermine un emploi dit convenable. En Ontario, c'est un emploi approprié, a suitable employment, et ça devient l'objectif du régime de réadaptation professionnelle qui est offert aux travailleurs. Et on va voir dans le fond, lorsqu'on voit le contenu, au Québec, et on a un article qui dit qu'il faut choisir la solution appropriée, le plus économique. Et le grand défi, et Jérôme, qui est un assistant de recherche ici aussi, bonjour Jérôme, va travailler cet été là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire approprié dans les circonstances lorsqu'on a des gens qui sont au salaire minimum, par exemple, ou qui viennent d'arriver? Et enfin, en Ontario, c'est le même principe, solution. Il y a vraiment une analyse coût-bénéfice qui est faite pour savoir combien on va investir dans l'individu. Au niveau des incitatifs économiques, et je vais faire vite, mais ça sous-tend le reste. Au Québec et en Ontario, on a un système où les employeurs payent toutes les cotisations parce qu'ils sont protégés de poursuites civiles. Et en échange, avec la protection de contre poursuites civiles, ils n'ont pas besoin de s'assurer au niveau privé vis-à-vis leurs propres salariés. Au Québec, notre régime de financement est très réactif. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour chaque dollar dépensé en physio, certains employeurs vont voir un effet multiplicatif de 5. Alors, s'il y a 100 $ payés en physiothérapie, ça va augmenter 500 $ au niveau de ce qui va animer les primes futures, alors déterminer les primes futures. Donc, c'est très réactif. De ce fait, et vous allez voir dans le prochain diapo, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de contestations et beaucoup de contestations d'employeurs au Québec. La majorité des contestations au Québec, c'était des employeurs, alors qu'en Ontario, c'est pas le cas. En Ontario, c'est plutôt style bâton, c'est des menaces d'amende. Si l'employeur ne déclare pas un accident, c'est 500 000 $ d'amende. C'est pas obligatoire de déclarer l'accident au Québec. Alors, c'est vraiment deux mondes. Hein? Et là, je vais tricher parce que je suis une bosse. Hein? Okay. Elizabeth will apologize. I'm cutting into your time a little bit. Mais message essentiel. J'ai un deal avec Elizabeth qu'elle ne m'en voudrait pas si je prends son temps. L'autre volet juridique qu'on regarde aujourd'hui en particulier, c'est les questions d'égalité, les chartes
Et sans vous donner un cours sur les libertés, les droits et libertés de la personne, on a au Québec la Charte des droits et libertés de la personne. On a un accès très limité au tribunal des droits de la personne, comme on va voir dans une prochaine présentation. La Commission des droits et libertés de la personne et de la journaliste fournit un service d'enquête et de représentation en plus d'un service de conseil. Et le tribunal des droits de la personne entend très peu de recours. Il y a eu 2 jugements sur le handicap et le travail en 2018 que j'ai pu trouver au Québec. En Ontario, vous avez le Code des droits de la personne. Noté, et en Québec et en Ontario, c'est illégal d'avoir un questionnaire discriminatoire. C'est l'article 18.1 au Québec. Vous avez la loi sur les accidents de travail ontarienne qui s'appelle le LSPAAT, qui explicitement parle du devoir d'accommodement, alors que c'est pas marqué dans la loi québécoise. Vous avez, depuis 2008, un accès direct au tribunal des droits de la personne. Vous aviez un soutien, vous aviez jusqu'au gouvernement Ford, tout au moins, un soutien juridique gratuit pour accéder au tribunal. Ça fait partie des enjeux des coupures. Vous avez un service de médiation au tribunal et eux, ils reçoivent plus de 3000 cas soumis au tribunal, dont la majorité c'est sur le handicap et l'accès au travail. Alors, c'est 2 régimes distincts. Et j'ai fini.